Bonsoir à tous. Merci d'être connectés avec nous ce soir et bienvenue dans ce numéro des idées changent le monde. Ce soir, nous recevons Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre et spécialiste de l'accompagnement plurilingue qui nous parlera du multilinguisme chez les enfants et les adolescents. À la fin de sa présentation, vous aurez l'occasion de lui poser des questions, soit en les rédigeant sur le chat, soit en cliquant sur Raise Hand et nous activerons votre micro. Pour suivre cette visioconférence en anglais, cliquez sur Interprétation et choisissez le canal anglais. If you would like to listen to this webinar in English, click on Interpretation, then select the English channel. Sans plus tarder, je passe la parole à Marie-Rose Moreau. Bonjour et merci beaucoup de cette aimable invitation à partager avec vous et avec toute la communauté de Singapour ces questions concernant le multilinguisme et l'éducation dans un monde où il y a plusieurs langues qui circulent. C'est une situation contemporaine fréquente, passionnante, mais qui parfois, chez les parents, chez les professionnels, dans la société, soulève quelques questions. Et il y a beaucoup de préjugés aussi sur tout ce qui concerne l'apprentissage des langues. Et donc, je suis ravie vraiment de partager ces questions avec vous. Donc, je vais vous faire une présentation que j'ai préparée pour vous et ensuite, je répondrai très volontiers à vos questions. Vous voyez que dès mon introduction, j'indique que parler plusieurs langues, c'est un trésor pour les enfants et les adolescents et c'est donc c'est une chance au fond d'être dans cette situation. Mais j'ajoute également aussi dès l'introduction l'idée que la langue maternelle, elle a une place très importante et que c'est à partir de cette langue maternelle que va se dérouler ensuite tout l'apprentissage des langues pour les enfants et que cette langue maternelle, elle a une place toute particulière, une sorte de place de fondation. Je me souviens d'une maman qui disait de baobab, c'était une maman qui venait d'Afrique, mais ça donne bien cette idée-là, que la langue maternelle, c'est celle qui va permettre la fondation de la maison langage et qu'à partir de là, plein de choses sont possibles pour ces enfants. Donc, vous avez vu aussi des sites où vous pourrez retrouver toute la bibliographie, aussi bien que transculturel.org, mon site, Marie-Rose Moreau, celle de la revue L'Autre ou le site de la maison de Solène, qui est le service dont je m'occupe à Paris, donc en France. Alors, j'ai mis ma présentation sur cette question de l'éducation en milieu plurilingue. Je l'ai mis sous l'adage d'un philosophe et poète Glissant, qui vient des Antilles et qui est un grand poète, et souvent les grands poètes, ils trouvent les mots pour dire des choses complexes. Et je me disais que cette phrase, donc, agis dans ton lieu, pense avec le monde, cette phrase de Glissant, était sûrement d'abord une phrase qui, à tous ceux qui vivent dans des milieux plurilingues et qui ont quitté transitoirement ou de manière plus longue le lieu où ils ont grandi, je pense que cette phrase doit résonner. En tous les cas, pour moi, c'est une phrase qui me permet de travailler avec les enfants. Vous le savez sûrement, je suis pédopsychiatre et donc c'est à partir de cette position de pédopsychiatre que je parle, c'est-à-dire de pédopsychiatre au sens donc de quelqu'un qui
écoute, qui travaille avec des enfants, des adolescents, des familles du monde entier, donc à Paris et en banlieue parisienne, donc en banlieue nord, et qui veut agir avec ses enfants et ses familles, et qui veut aussi, parce que ses enfants et ses familles viennent du monde entier, ou parce que les mouvements dans le monde entier se font et que les questions se posent dans plein d'endroits différents, par exemple la question du multilinguisme. Donc, il faut penser avec le monde, avec les autres chercheurs, les autres professionnels, les autres pays. Donc, agis dans ton lieu, pense avec le monde, ça sera notre adage. Alors, le plan que je vais suivre avec vous, d'abord l'importance de la langue maternelle, et puis la question de la richesse du plurilinguisme. On dira quelques mots des préjugés malentendus linguistiques qui sont souvent très, très nombreux sur ces questions plurilingues. Et puis, on finira sur un peu l'idée de quels sont les conseils qu'on pourrait donner, qu'on pourrait se donner à nous-mêmes, qu'on peut donner aux parents, en reprenant une expression d'un grand pédopsychiatre anglais qui s'appelle Winnicott, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Conseils aux parents et aux éducateurs, et qui reprend une série d'aides, en tout cas de réponses aux questions que les parents se posent, mais moi je le ferai dans la situation de multilinguisme. Donc voilà, et alors j'avais sur ces questions de l'éducation plurilingue et de l'importance de l'apprentissage des langues, il y a très peu de temps, c'était en janvier, pas en janvier, c'était en juin, pardon, en juin 2021. Nous avons fait un colloque, et c'est le pictogramme de ce colloque qui concernait donc les langues maternelles et l'apprentissage des langues chez les enfants. Et en introduction, alors je vais essayer, je ne suis pas totalement sûre que ça marche, mais si j'appuie dessus, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Non, je crois qu'on ne l'entend pas. Bon, je vais vous raconter ce que c'était. Je réessaye quand même une dernière fois, mais ça passe rarement, ça. Bon. En fait, j'avais mis une toute petite comptine, mais je vais vous l'expliquer, là, sur le petit, là où il y a le micro, là, une petite comptine en langue bambara. Et c'était juste pour en introduction, insister sur une idée qui est le fait, je suis en mode présentation. Je suis en mode présentation. Ah non, je ne suis peut-être pas en mode présentation. Ah, il y a peut-être la personne qui me dit que je dois être en mode présentation. Ah non, hop, ça revient. Quand j'appuie dessus, ça ne marche pas. Ah, non. Bon, je vous dis ce que j'avais fait. Je ne vois pas que… Parce que quand j'appuie dessus, non, hop, je n'arrive pas à appuyer dessus. Bon, je vous raconte ce que j'ai. J'ai donc une petite comptine en bambara. Et pourquoi j'avais mis quelques secondes d'une petite comptine en bambara, c'est pour… si je vous passe donc c'est une berceuse en langue en bambara, le fait que cette langue soit, par exemple, si c'est votre langue maternelle, ça va vous emmener dans toute une série de représentations, d'associations concernant la toute petite enfance, concernant les bébés, concernant l'importance de la transmission de la vie. Si ce n'est pas votre langue maternelle et si vous ne reconnaissez pas cette langue, eh ben, ça va vous intéresser, ça va vous intriguer, mais ça ne va pas vous emmener. Peut-être vous allez trouver les sonorités très jolies, comme dans n'importe quelle langue qu'on ne connaît pas. Mais ça ne vous amènera pas, parce que ce n'est pas votre langue maternelle, ça ne vous emmènera pas dans les mêmes espaces de souvenirs, dans les mêmes espaces d'association, dans les mêmes idées. Et tout ça pour dire que toutes les langues sont extrêmement importantes, mais que les langues qui ont constitué les premiers moments de notre vie sont des langues qui, au fond, vont avoir une fonction particulière. Mais chaque langue, ensuite, va assumer une fonction complémentaire.
avec quelque chose qui est très important pour les enfants sur la question des langues, c'est que une langue, bien sûr, c'est quelque chose de l'ordre de l'intellectuel, du cognitif, de la structure, mais c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'affectif. Et que finalement, pour que les apprentissages se fassent bien, il faut que l'affectif et que le cognitif puissent fonctionner ensemble. Et c'est pour ça que j'avais mis juste ces quelques moments de berceuse, mais il va falloir les imaginer. Alors, ensuite, hop. Donc, je vous disais que moi, je vous parle donc de mon travail avec les enfants d'où qu'ils viennent, donc que j'accueille à la maison des adolescents de l'hôpital Cochin, qui est donc à l'intérieur de Paris, où j'ai développé donc des consultations c'est aussi un lieu d'hospitalisation pour les enfants et les adolescents, quelle que soit leur souffrance, et en particulier donc les enfants qui ont d'autres langues et qui viennent d'autres mondes. Alors, donc ça, vous voyez les images à partir d'ici. Et je voudrais maintenant vous dire quelques mots de la position que je vais adopter tout au long de cette présentation, qui est donc la position que l'on appelle transculturelle. C'est-à-dire le fait que pour comprendre, par exemple, des choses comme grandir en situation où la langue de la maison et la langue de l'extérieur n'est pas la même, où il y a plusieurs langues qui circulent, apprendre ou se soigner dans ces situations, eh bien, on a, disons maintenant, une manière de prendre en compte ces questions à la fois anthropologiques et linguistiques, et ça s'appelle une position transculturelle, c'est-à-dire une position qui tient compte du fait que l'on s'intéresse et que l'on comprenne, qu'on accepte l'idée que face à ces questions-là, par exemple, élever un enfant, c'est l'image que j'avais mise sur cette diapositive, ou apprendre des choses à un enfant, ou soigner un enfant, eh bien que vis-à-vis de choses qui ont l'air aussi simples que cela, en fait, il y a plein de représentations différentes, plein de représentations qui dépendent du monde social et culturel dans lequel on est, dans lequel on a grandi. Et c'est la langue, évidemment, qui transmet, c'est pas seulement la langue, parce que c'est aussi la manière de vivre, mais la langue porte ces différentes représentations sociales et culturelles. Alors, face à ces différences, la position transculturelle, elle suppose que nous ayons une grande bienveillance et que nous reconnaissions ces différences, parce qu'on a tout à y gagner pour se parler, pour se comprendre, pour faire notre travail. Donc, bienveillance et reconnaissance de cette différence. Vous avez vu, j'ai mis le mot altérité plutôt que différence, parce que le mot différence, il amène tout de suite une hiérarchie. Hein, c'est-à-dire, si je dis par exemple, dans certaines cultures, on regarde beaucoup les enfants, dans d'autres cultures, on les regarde peu. Tout d'un coup, si dans ma culture à moi, par exemple en Europe de l'Ouest, on regarde beaucoup les enfants, c'est très important de les regarder, alors que dans des tas d'autres endroits, on les regarde peu, eh bien, c'est difficile de ne pas penser qu'au fond, ça fait du bien aux enfants de les regarder. Pourquoi? Parce que c'est ma culture à moi. Et donc, je fais une hiérarchie. Je dis, mais oui, mais regardez un enfant ou parlez à un enfant. C'est pareil, il y a des cultures où on parle beaucoup directement aux enfants et dans d'autres cultures, on leur parle peu. Et donc, différence ne veut pas dire qu'il y a une manière qui est mieux que l'autre. La différence ne suppose pas une hiérarchie. C'est ce que j'avais mis à la fin. Mais c'est difficile parce qu'en fait, dès qu'on établit des différences, on fait comme ci, on fait comme ça, eh bien,
après, on interprète cette différence en disant « Ah oui, mais c'est mieux de faire comme ci que de faire comme ça. » En fait, non, c'est pas mieux. Peut-être que certaines manières ont des avantages, mais elles ont aussi sans doute des inconvénients. Et puis, de toute façon, ce qui est important, c'est la manière de faire dans une culture donnée et la manière de bien faire. Parce que qu'on soit parent, qu'on soit professionnel, qu'on soit soignant, ce qu'on veut, c'est aider les enfants à grandir dans cette situation, à être heureux, à pouvoir faire des choses qui leur font du bien et qui leur permettront d'être des adultes heureux. Donc, la reconnaissance de ces différences nous aide à constituer du commun. Par exemple, dans une classe, même si les enfants viennent de partout et si éventuellement ils ont plusieurs langues, les enfants, eh bien, il faut pouvoir constituer du commun, c'est-à-dire on est bien ensemble dans cette classe, on est heureux d'être là, on a quelque chose en commun et ce qui fait que on est rassuré et on peut plus facilement apprendre des choses. Si on a le sentiment que personne ne se ressemble, qu'on n'a rien en commun et qu'on est, soit on a un sentiment d'exclusion, soit un sentiment de solitude. Alors, la position transculturelle, c'est plutôt vraiment cette idée-là. On reconnaît nos propres manières de faire pour faire des choses en commun, pour faire des choses ensemble. Alors, je vous disais, j'ai repris là 2 études de ce colloque du 2 juin 2021. Si certains d'entre vous voulaient approfondir les études que je vais vous montrer, vous les retrouvez sur le site de la revue L'Autre, puisque le colloque a été enregistré sur ce site-là, mais qui s'appelait « Pourquoi faut-il parler les langues maternelles aux bébés, aux enfants et aux adolescents ?» Alors, donc, la première étude, c'est transmettre la langue familiale pour mieux parler la langue française. Alors ça concerne la situation française. Après, je parlerai lorsqu'on est en situation d'expatriation. Mais c'est toujours la même chose, c'est la question de la transmission de la langue. C'est pour ça que j'ai pris cette étude. Et alors, vous voyez que la chercheuse qui s'appelle Ranka Bijeljak-Babik, elle parle de langue familiale et elle ne parle pas de langue maternelle. Alors, la langue familiale, c'est pour dire la langue de l'intérieur de la maison. Alors, il n'y a pas de vraie différence en fait, langue familiale, langue maternelle en français. Mais là, lorsqu'on dit langue familiale, c'est-à-dire que à l'intérieur de la maison, il peut y avoir d'abord plusieurs langues maternelles. Et puis, il peut y avoir aussi des personnes à l'intérieur de la maison qui parlent plusieurs langues. Donc, du coup, la langue familiale, c'est ce qui est transmis par la famille. Ce qui est transmis par la famille et qui vient de la famille, qui vient de la famille elle-même. Et donc, les travaux de cette chercheuse, les travaux ont montré, je vous les résume, parce que pour les enfants, le bilinguisme, c'est pas un problème. Est-ce que c'est le résumé de son intervention à partir d'exploration et des tests, des évaluations qui ont été faits pour ces enfants bilingues. Elle a montré qu'il n'était pas compliqué pour l'enfant d'acquérir 2 langues ou plus en même temps. Alors, c'est bien, son étude concernait le fait d'apprendre des langues simultanément ou successivement, mais simultanément aussi, c'est-à-dire dans certaines familles, à l'intérieur de la maison, on parle plusieurs langues. Par exemple, dans une famille libanaise, on peut parler l'arabe, on peut parler l'anglais, on peut parler le français, voire l'arménien, par exemple. Et donc, l'enfant, à ce moment-là, la langue familiale, ça va être même un mélange de ces 4 langues. Et donc, elle a montré que même s'il peut y avoir des petites différences, on verra à certains moments du développement, mais en fait, au moment des grands apprentissages, les enfants qui ont des transmissions de plusieurs langues en même temps successivement, eux, ils s'en sortent très bien parce qu'en fait, les enfants, ils naissent avec la capacité de parler plusieurs langues, d'apprendre plusieurs langues. Plus ils grandissent, plus ils perdent un peu la possibilité, mais jusqu'à l'adolescence, on est très plastique. Après, on peut continuer à apprendre des langues, mais plus de la même façon.
Et la deuxième question qu'elle a posée, c'est est-ce que ces langues sont équivalentes? Eh bien, on pourrait répondre que non, elles ne sont pas équivalentes, mais qu'elles sont toutes importantes et elles ont toutes des fonctions, mais que celles qui sont celles des premiers moments, celles des interactions précoces, que celle-là, celle du tout début de la vie, elle a une importance particulière parce que c'est celle qui nous permet d'accéder au langage. Hein. C'est-à-dire, j'accède au langage. J'accède au fait de parler, plaisir de communiquer, le plaisir de dire des choses, d'agir sur le monde par le langage. J'y accède par ma ou mes langues maternelles. Et donc, cette langue ou ces langues maternelles vont avoir une fonction particulière et qui sont une sorte de fondement du langage, de fondement d'humanisation d'une certaine façon. Hein, j'accède au langage par des langues particulières. J'y accède pas par quelque chose qui serait universel. J'y accède par mes langues maternelles. Hein, d'où l'importance structurante de ces langues maternelles. Alors là, vous voyez, j'avais repris tous ces processus concernant le plurilinguisme des jeunes enfants, où les enfants vont très tôt différencier les langues maternelles des autres, où ils vont apprendre sans aucune difficulté plein de catégories phonétiques différentes. Vous voyez, à la fin de la première année, hein, les enfants, ils sont tout à fait capables de reconnaître leur langue maternelle, de reconnaître d'autres langues, d'apprendre d'autres langues si ils ont la chance de le faire. Et les bilingues ont plus de capacité que les autres à faire tout ça. Et les bilingues, par exemple, ont plus de sensibilité à l'accent étranger que les monolingues. C'est-à-dire que les bilingues sont plus capables, dès la fin de la première année, de reconnaître que quelqu'un qui parle une langue, avec quel accent, d'entendre les différences, d'entendre, d'avoir une oreille et d'avoir une connaissance du langage très, très fine. Donc, il différencie les structures des langues et ils ont toute une série d'avantages parce qu'ils sont capables de passer d'une langue à l'autre très facilement. Et la conclusion de l'étude de Ranka, c'est que pour les enfants bilingues, il n'y a pas de retard ni de différence par rapport au développement du langage des monolingues, alors que la tâche a l'air plus complexe, hein, puisqu'il faut faire plusieurs apprentissages en même temps. Que chez certains enfants, il y a un petit décalage qui peut apparaître au moment de l'acquisition de l'une des langues, où il peut même parfois y avoir un refus de parler dans l'une des langues, mais en général, c'est temporaire, ça c'est l'étude de Petito, c'est temporaire, c'est le moment, c'est juste le moment d'adaptation à cette gymnastique, à ce qu'on appelle les métacognitions des bilingues. Et l'autre point important dans l'étude de Ranka, c'est que les deux langues ne se développent pas au même rythme, qu'il peut y avoir des langues dominantes et puis des langues minoritaires, et puis que ça peut changer au cours du développement. Alors, le deuxième élément par rapport à cette étude que je voudrais vous dire, c'est que l'apprentissage de l'oral et l'apprentissage de l'écrit ne se font pas de la même façon et que dans l'apprentissage de l'écrit, il y a dans une langue, il y a beaucoup plus de facteurs sociaux, de contexte scolaire, de motivation socioculturelle, et puis de savoir si, par exemple, si on écrit dans des idéogrammes dans sa langue maternelle et puis qu'on écrit en caractère latin dans la langue seconde, évidemment, c'est des symboles graphiques très différents et donc du coup, il y a une plus grande complexité, mais que les enfants le font parfaitement quand ils vont bien, hein, que c'est pas une difficulté majeure pour eux.
et que globalement, même à l'écrit, le bilinguisme c'est un avantage et que le bilinguisme oral est un avantage et que ce n'est pas un obstacle à l'acquisition de l'écrit. Au contraire, c'est en général une aide et que s'il y a une difficulté, il faut chercher une autre raison, mais ce n'est pas le plurilinguisme, hein, parce que parfois on a tendance à mettre, c'est pour ça que ces expérimentations sont très intéressantes parce qu'elles montrent que lorsqu'on regarde comment ça se passe avec des expérimentations chez ces enfants, on se rend compte que cognitivement, ils n'ont aucune difficulté pour faire des apprentissages oraux ou écrits. Alors du coup, elle conclut en disant qu'il y a des avantages très importants du bilinguisme et du plurilinguisme pour les enfants et que, comme par exemple la qualité globale du vocabulaire, ce qu'on appelle la capacité à différencier les mots des choses, les métacognitions, la capacité à comprendre les questions abstraites et pas seulement les questions concrètes très tôt. Mais il y a quand même une condition pour que ces avantages soient les plus importants possibles, c'est que la langue maternelle doit être reconnue comme étant quelque chose de fondateur, comme quelque chose de bon. C'est-à-dire, il y a la situation qui est complexe pour les enfants du point de vue des apprentissages, c'est de penser que la langue de la maison, la langue familiale ne serait pas une bonne chose, hein. Par exemple, si on a une langue maternelle qui n'est pas du tout valorisée par le monde dans lequel on vit, par exemple, en France, si les enfants qui ont comme langue maternelle l'arabe, par exemple, qui n'est pas valorisé suffisamment dans le monde français, dans ces situations, où on dévalorise leur langue familiale, ça diminue leur capacité à apprendre la langue française. Et c'est vrai dans n'importe quelle configuration. C'est-à-dire que, au fond, ce que je vous disais en introduction sur l'importance de cette valorisation de la langue maternelle, c'est aussi pour comprendre, ça me vient en tous les cas de l'idée que c'est une condition pour que le bilinguisme, pour que la gymnastique du bilinguisme ou du plurilinguisme soit possible, il faut avoir l'idée que mon rapport à moi affectif au langage, il est bon. Et à partir de là, ça me donne une estime de moi qu'on appelle une estime de soi langagière. Et cette estime de soi langagière, elle me permet de faire un parcours qui est très important et qui est très important tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Hein. Vers la fin de l'adolescence, on est moins sensible à ces questions. Mais jusqu'à la fin de l'adolescence, la question de l'estime de soi langagière et de l'importance de cette langue maternelle est très importante. Alors ensuite, je voulais vous un peu plus rapidement vous donner, vous voyez qu'il y a plein d'études sur comment éduquer les enfants bilingues. Là, je vous avais mis un guide pratique pour les parents avec des activités prêtes à l'emploi qui a été faite par l'équipe de Catherine Boucaud. Il y a plein de supports hein, sur ces questions. Mais là, je voulais vous montrer quelques éléments de l'étude de Christine Perregaux qui, elle, a étudié la question de l'éducation plurilingue à l'école. Hein, comment ce plurilinguisme, quelle place il prend à l'école. Alors, bien sûr, je vais vous parler là de l'école française. Chaque école, il faudrait le faire pour chaque école, puisque chaque pays a un rapport un petit peu différent avec cette question. La France n'ayant pas un pays, nous les Français, nous n'avons pas une relation très apaisée avec cette question du plurilinguisme parce qu'il y a toujours l'idée que c'est plus simple d'avoir une hiérarchie des langues, d'avoir une langue, par exemple la langue française centrale, mais parfois, ça je dis ça pour la France, mais dans d'autres situations,
ça peut être différent. Mais en tous les cas, ce que d'abord vous le dire pour la manière dont ça se passe en France, et en reprenant un texte qui est un texte donc tiré des consignes de l'éducation nationale aux enseignants. Consigne donc où il est écrit guide où il est écrit que un meilleur accueil de la pluralité identitaire et langagière, notamment des langues et des cultures d'héritage. Alors vous voyez, eux ils disent d'héritage, c'est-à-dire ce qui nous est transmis à l'intérieur de la famille, constitue une voie propice à l'engagement des élèves dans les apprentissages et à la construction de connaissances dans une perspective de réussite scolaire. C'est-à-dire que donc ce texte dont je vous donnerai la référence juste tout à l'heure, à la fin parce que j'ai pris plusieurs éléments de ce texte, dans ce texte, donc à l'usage des enseignants et de l'école française, il est dit combien le respect de ces langues et des cultures d'héritage est un facteur qui favorise les apprentissages et la réussite scolaire des enfants qui sont multilingues. Ça pourrait paraître étonnant parce que c'est pas, à mon sens, assez valorisé dans l'école française, mais vous voyez que c'est quand même écrit dans les textes. Et si c'est écrit dans les textes, c'est parce que effectivement, c'est ce qui découle de l'ensemble des travaux linguistiques et psychologiques sur ces questions. Alors j'avais une autre, donc là vous voyez d'où je l'ai tiré, donc d'un texte qui s'appelle l'enseignement du français langue de scolarisation du ministère de l'Éducation nationale, d'octobre 2012, donc c'est pas un texte récent, et c'est Christine Perregaux qui l'a analysé, ce texte. Et donc voilà la conclusion. Il faut donc valoriser les langues connues, quelles qu'elles soient, le turc comme l'anglais ou le peul. On pourrait rajouter le français lorsqu'on est dans une situation ailleurs, indépendamment des critères souvent retenus, tels que la dimension internationale ou fonctionnelle de la langue, voire d'une valeur symbolique attribuée. Ça veut dire que toutes les langues qui sont transmises, toutes les langues de la maison, toutes les langues d'où on vient sont importantes, et c'est pas l'anglais mieux que le français ou le japonais mieux que le soussou ou l'arabe moins bien que ou meilleur que. Toutes les langues, quelle que soit leur valeur, quel que soit ce que la communauté internationale pense, parce que c'est les langues de la maison. Et bien sûr qu'il y a des préjugés là-dessus, mais les langues de la maison, elles sont extrêmement importantes et elles aident à la réussite des enfants dans la langue seconde ensuite. Et si l'on ne reconnaît pas les compétences des allophones, c'est ceux qui ne parlent pas français en l'occurrence là, ces derniers n'entreront jamais dans l'apprentissage du français, là ça concerne cette situation. L'apprentissage d'une langue seconde, troisième ou quatrième, est rendu difficile, voire impossible, dès lors qu'il se fonde sur la négation des langues premières. Donc vous voyez, sans rentrer encore dans les détails, et puis tous ces textes, je vais vous les laisser, mais il y a l'idée vraiment que la transmission des langues familiales, la reconnaissance de ces langues familiales, c'est un facteur extrêmement fort, extrêmement important, et c'est quelque chose qui doit être valorisé par l'institution, mais aussi évidemment par la société, et on va dire aussi par nous-mêmes, qui on soit auprès de ces enfants. Donc, je ne vais pas continuer dans les détails sur cette idée, mais c'est toujours vraiment la même idée. Il est primordial de connaître et de reconnaître les compétences et d'en tenir compte. L'apprentissage du français, mais ça peut être l'apprentissage de n'importe quelle langue, ne se fait pas au détriment des savoirs acquis. Le français ne doit pas remplacer, mais venir développer la compétence plurilingue des élèves. Donc, vous voyez, et encore une fois, c'est le résultat de toutes les études qui disent l'importance de la reconnaissance de ces trajectoires et de ces héritages linguistiques. Alors maintenant, si je le dis en termes plus psychologiques, à partir plutôt de nos études à nous, de dire que lorsqu'on est dans cette situation complexe de plurilinguisme, on pourrait imaginer que il y a de la vulnérabilité,
mais c'est surtout en fait de la complexité qu'il y a. Et si, bien sûr, la vulnérabilité, elle peut exister parce qu'on n'est pas entouré par les gens qui parlent la même langue, par exemple, et que ça rend, c'est la situation qui peut nous rendre vulnérables, mais qu'en réalité, c'est une source. Si on reconnaît et si on fait ce qu'on a vu dans ces textes, c'est-à-dire à la fois une transmission de la langue familiale et puis une valorisation du plurilinguisme, alors on va être plutôt en situation de créativité pour les enfants. Et alors, je vais vous dire quelques mots sur les différentes étapes du développement. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait une question qui concernait ça. C'est que il y a plusieurs moments qui pourraient être considérés comme des moments de vulnérabilité des enfants dans ces situations de plurilinguisme. Le premier moment, c'est la mise en place des interactions précoces. La mise en place des interactions précoces, c'est-à-dire quelle langue la mère, le père, ceux qui sont autour du bébé vont parler. Faut-il parler sa langue maternelle notre langue maternelle au bébé. Alors, oui, parce que dans cette la mise en place des interactions précoces, c'est un moment très, très important pour humaniser ces bébés et pour leur transmettre ce plaisir de pouvoir parler. À la fin, à la fin de cette première année, on commence à dire ses premiers mots. Et c'est donc ce qu'on appelle les interactions précoces entre le bébé et son entourage, et en particulier ses parents. Et donc, ce moment-là est un moment très important où il est aussi important que les parents puissent exprimer tout ce qu'ils ressentent à ce bébé, tout ce qu'ils veulent exprimer au bébé, et qu'ils puissent l'exprimer avec tout leur registre de langage. Et ça sera d'autant plus important parce que le bébé, comme ça, il aura plein de possibilités. Il va avoir une sorte... C'est-à-dire que ce qui humanise le bébé, ce qui le rend un être de langage, c'est notre langage, c'est le langage de ceux qui sont autour. Vous savez que quand il y a eu ces expérimentations un peu folles où on se demandait quelle langue les bébés allaient parler si on ne leur parlait pas, si on les laissait choisir au fond quelle langue ils allaient parler, mais si on ne parle pas aux bébés, les bébés, ils meurent. Donc, c'est vraiment, les interactions précoces, c'est un moment vraiment de transmission de la vie à travers le langage, mais pas seulement, à travers le corps, à travers un tas de choses, mais le langage a évidemment une fonction importante. Et même si on ne parle pas, je vous disais tout à l'heure, dans certaines cultures, on parle directement au bébé, dans d'autres cultures, on ne parle pas directement au bébé, mais il y a toujours un bain de langage. Il y a toujours du langage autour et c'est ce langage-là qui humanise les bébés. Donc, l'importance à ce moment-là que je puisse aussi raconter éventuellement des choses, par exemple, de ma propre enfance, en tous les cas, que le bébé s'inscrit dans mon histoire langagière. Le deuxième moment, qui est un moment qui peut être un moment de vulnérabilité pour les enfants, c'est les grands apprentissages. Les grands apprentissages, c'est pas l'entrée à l'école maternelle, c'est l'entrée dans l'écriture et le calcul. C'est-à-dire au moment où je vais m'inscrire dans une langue de scolarisation et que je vais pouvoir agir par ce savoir qui est lire, écrire, compter, enfin les choses vraiment d'inscription. Eh bien, ces grands apprentissages, c'est un moment où éventuellement les enfants, des fois, ils peuvent se faire des nœuds avec leur langue, ils peuvent se mélanger, mais ils se mélangent surtout lorsqu'ils se sentent pas légitimes. Lorsqu'ils ne se sentent pas, ils se sentent pas sûrs d'eux. Et je vous disais tout à l'heure l'importance justement de cette langue maternelle comme un outil d'estime de soi. Et donc une représentation positive de cette langue maternelle. Donc les grands apprentissages, le moment où je vais m'inscrire et que moi-même je vais devenir un acteur de cette langue extérieure, eh bien là je vais pouvoir le faire dans plusieurs langues si c'est nécessaire, mais en tous les cas dans une langue préférentielle qui est la langue de la scolarisation. Et là, j'ai besoin de cette image positive de moi-même, enfant capable de faire, et de moi-même aussi riche de plusieurs langues si j'en ai.
Donc ça, c'est les grands apprentissages. Le troisième temps, c'est l'adolescence, avec l'adolescence, donc où au fond, je me sépare du désir de mes parents, je m'autonomise. Et là, je vais, au fond, moi-même, être le garant de ma langue et de mon langage. Et d'ailleurs, à ce moment-là, parfois, quand il y a des parents qui n'ont pas transmis leur langue maternelle aux adolescents, les adolescents leur reprochent parfois à leurs parents. Alors, ils disent, bah oui, mais enfin, quand je voulais te parler ma langue maternelle, tu voulais pas. Tu voulais entendre parler la langue du monde extérieur. Mais parce qu'en fait, en fonction du développement, en fonction de l'étape où j'en suis, je ne vais pas avoir la même position par rapport à ma langue maternelle. Mais en tous les cas, c'est pour ça que moi, j'ai souvent l'habitude de dire, pour que ça se passe bien, nous, on transmet nos langues. Et les enfants, ils prennent des choses différentes en fonction de l'âge. Mais ce n'est pas la même chose pour les parents et pour les enfants. Donc, je vous ai dit tout à l'heure le fait de ne pas faire de hiérarchie entre les bilinguismes. Alors, il y a des outils, en fait, aujourd'hui, mais ça, c'est peut-être un peu plus pour les professionnels, mais de vous dire qu'il y avait des outils comme, par exemple, Elal Davidson, qui permet de valoriser et d'évaluer les enfants dans leur langue maternelle, et parfois ça nous permet de comprendre des difficultés qu'il peut y avoir pour certains enfants dans le langage. Par exemple, si un enfant, on me dit qu'un enfant en langue seconde, langue de l'école, il est dyslexique, eh bien, je ne peux faire un diagnostic de dyslexie que si j'évalue aussi l'enfant dans sa langue première, dans la langue qui lui est transmise par ses parents. Et si l'enfant a les mêmes difficultés dans sa langue maternelle que dans sa langue seconde, alors je pourrais dire que l'enfant, il a un trouble du langage et je pourrais trouver une solution pour soigner ou guérir cet enfant. Parce que je saurais exactement quel est le problème qui se pose pour lui dans la structure du langage. Mais si dans la langue première, dans la langue de la maison et dans la langue seconde, il n'y a pas les mêmes difficultés ou ce sont des difficultés différentes, alors je ne suis pas, par exemple, si dans ma langue maternelle, je ne suis pas dyslexique, alors je ne suis pas dyslexique. C'est autre chose qui m'arrive dans ma langue seconde. Vous voyez, ça veut dire c'est l'importance de toujours avoir, même lorsqu'on va évaluer les enfants, pour les soigner, de toujours avoir une idée de comment ça se passe dans une langue, dans une autre, ou dans plusieurs, et comment l'enfant passe ou passe pas d'une langue à l'autre. Et là, je peux faire un vrai diagnostic et me dire, eh ben voilà, qu'est-ce que je peux faire de l'orthophonie, du soin, de la stimulation, ou peut-être lui redonner confiance simplement dans sa langue maternelle. Dire aussi l'importance dans ces éducations bilingues des enseignants et on pourrait dire que à ce moment-là, c'est comme les parents qui sont très importants pour transmettre leur langue maternelle, les enseignants, ils sont très importants pour transmettre leur langue seconde. Et on pourrait dire que l'école, c'est un lieu où il y a des passeurs, parce que c'est les enseignants, mais aussi voilà, l'école en elle-même, et où on va, au fond, passer d'une langue à l'autre et de l'autre, enfin, dans un sens et dans l'autre. C'est très important, cette mobilité, parce que les enfants plurilingues, ce qui est essentiel pour leur bonheur linguistique, et sans doute pour leur bonheur tout court, c'est de pouvoir passer d'un monde à l'autre et de pouvoir exprimer des choses parfois un peu différentes. Vous savez qu'on n'exprime pas du tout la même chose. Si je vous parlais dans ma langue maternelle, je le dirais sans doute très différemment. Le sentiment de légitimité, et puis de légitimité à l'école, de légitimité par rapport au savoir, et puis quelque chose qui, moi, m'est cher pour l'éducation, c'est que souvent, finalement, je le disais par rapport à cette notion de bonheur des enfants quand ils passent d'un monde à l'autre et d'une langue à l'autre, c'est que l'enfant, elle nous initie aux multiples, aux différents, et pas simplement, même si à l'école il peut y avoir qu'une seule langue, c'est le cas la plupart du temps, mais c'est un lieu où il n'y a pas l'idée que le savoir et que la légitimité ne serait
que dans une seule histoire ou dans une seule langue. Hein. C'est pour ça que je dis initier aux multiples, à différentes, par exemple, hypothèses, théories, manières de penser. Donc là, j'avais mis un petit dessin pour dire combien ces questions de langage sont importantes pour que les enfants se sentent légitimes face au monde, face au savoir, face à l'école, face aux adultes. Alors, bien sûr, il y a une question qui se pose, qui est la transmission des parents, la transmission de l'école. Et pour les parents, moi, je dirais que sur ces questions de linguistique, ce qui est important, c'est de reconnaître d'abord que, bien sûr, il y a plein de manières différentes d'être parent et que ce qui est important, c'est de se sentir reconnu dans sa position parentale et dans finalement différentes manières d'être parent. Et parce que de la même façon qu'il y a différentes langues, différentes cultures, il y a mille et une façons d'être parent et que toutes ces manières doivent être respectées. C'est important aussi pour que les enfants sentent leurs parents respectés. Et donc, ce processus, qui est un processus pour lequel les enfants plurilingues doivent faire plusieurs fois par jour, ils doivent passer du monde du dedans au monde du dehors. Ils doivent passer de la structure familiale et de la langue à l'intérieur de la maison, hein, avec les affects, la sensorialité, les sons, le rythme. Cette langue maternelle qui va permettre aussi donc plein d'autres traductions, mais aussi à l'intérieur de la maison, il y a des rituels, il y a une éducation, il y a une relation entre les hommes et les femmes, entre la question du genre. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de la maison et qu'on apprend, des savoirs. Et donc, l'enfant va passer du dedans au dehors. Alors là, j'ai mis le monde français, mais j'aurais pas dû mettre français, j'aurais dit le monde, par exemple, à Singapour, le monde de Singapour. C'est le monde tel qu'il est dehors, avec l'école, bien sûr, qui peut d'ailleurs, dans lesquels il peut y avoir une autre langue que le monde du dehors, les amis, les médias, l'hôpital pour nous. Et puis aussi, lorsqu'on est dans des situations où il y a des gens et des personnes qui parlent des langues différentes, et ben, il y a aussi des mécanismes d'exclusion ou de racisme ou de délégitimisation. Hein. Les enfants peuvent, à l'intérieur de l'école ou dans la société, peuvent être objets de discrimination liés aux langues qu'ils parlent ou aux langues que parlent leurs parents ou aux situations dans lesquelles sont leurs parents. Et ce n'est pas qu'une question sociale, hein, c'est une question de différence perçue par rapport au monde extérieur. Et pareil, le monde du dedans peut lui-même faire des hiérarchies par rapport au monde du dehors. Donc les enfants, ils doivent passer d'un monde à l'autre et ils doivent, alors là c'était une autre manière de le dire, hein, mais ils doivent passer du monde de la famille au monde de l'école et au monde du dehors. Et il n'y a pas toujours d'équivalence, contrairement à ce qui est sur ce schéma-là. Donc, entre les mondes, et il faut que l'enfant se sente à l'aise dans les différents mondes et qu'il se sente capable aussi bien d'être un bon enfant, un bon élève, quelqu'un de bien dans la société extérieure. Parce que s'il se sent entre deux, s'il se sent pas capable de passer d'un monde à l'autre, alors ça augmente sa vulnérabilité. Et il y a ce qu'on appelle parfois des conflits de loyauté, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on n'est pas du tout le même dans l'école, dans la maison, dans la société. Et là, on se sent en contradiction. Et c'est d'ailleurs à l'adolescence, on peut aussi se sentir, avoir envie de s'opposer à ça pour soi-même trouver une place qui nous revient. Il y avait d'ailleurs un autre élément que je voulais mettre ici concernant l'éducation de nos enfants, c'est que ça, c'est une étude récente qui vient de sortir d'un sociologue qui s'appelle Clément Rivière, un très beau livre, Leurs enfants dans la ville, où il montre combien les enfants sont de moins en moins élevés à l'extérieur et de plus en plus
dans leur chambre, hein. De moins en moins dans l'espace public et de plus en plus finalement retirés dans les chambres. Et le confinement a augmenté ça, bien sûr, mais pas seulement. Il y a des tas de situations où finalement l'endroit où on se sent très légitime, c'est à l'intérieur de la maison. Et dès qu'on sort de l'intérieur de la maison, les enfants ne sont plus légitimes. Et donc, c'est important que finalement, on donne aux enfants la possibilité d'investir ces différents lieux et de se sentir bien dans ces différents lieux. Et c'est d'autant plus important à l'adolescence où ces adolescents doivent eux-mêmes trouver leur propre place et leur propre identité. Alors, je ne vais pas le faire en détail, ça, parce que je vois que le temps passe et qu'il faut que je vous laisse aussi la possibilité de me poser des questions. Hein, mais à l'adolescence, c'était juste pour insister sur le fait que les adolescents, ils s'autonomisent, ils se séparent, mais ils se séparent du monde de leurs parents, mais et des appartenances et des valeurs de leurs parents et même parfois des langues de leurs parents. Mais pour ça, pour qu'ils le fassent tranquillement, sans haine, eh bien, ils doivent ressentir une identité qui est une identité. Alors là, c'est marqué mon identité plurielle. Ça, c'était un adolescent qui avait écrit ça, mais ils doivent se sentir bien avec leurs différentes appartenances. Vous avez vu, j'ai mis ça au pluriel, j'ai mis un S pour dire l'importance de ces croyances, de ces appartenances, de ces liens. Ça passe par la musique, ça passe par les idées, ça passe par les engagements des adolescents, ça passe par des tas d'éléments comme ça, de construction de leur vie future. Donc ça, je ne vais pas non plus le faire dans le détail, mais juste, je vous l'ai cité tout à l'heure, l'importance de cet outil pour valoriser et évaluer les langues maternelles des enfants, qui peut être étudié donc qui peut être utilisé dans n'importe quelle langue, mais là, je vous montre la version pour les petits, 6 à 10 ans, mais à condition d'avoir un traducteur. Donc là, c'est, vous voyez, des images, des objets, mais je vais passer, oh là, c'est tout doucement. Après, c'est des récits qui sont faits et pour produire des récits et pouvoir évaluer la capacité de ces enfants à bien utiliser leurs différentes langues, dont la langue maternelle. Alors, deux idées en conclusion pour vous laisser me poser des questions. Hein. Le fait que les enfants plurilingues, c'est une chance pour l'école et la société, mais à condition, à condition de considérer que tout ça, c'est quelque chose de dynamique et que ça doit être, que l'enfant puis l'adolescent doit avoir les outils pour le faire en fonction de son développement, avec l'importance centrale de la transmission familiale. La question du métissage, au fond, on pourrait dire que tout ça, c'est du métissage, et l'importance de l'éducation à la diversité. Ça, c'est une directive européenne qui insiste sur le fait que lorsqu'on est en situation plurilingue, il faut éduquer les enfants à la diversité à l'intérieur même de l'école. On ne le fait pas encore assez, mais c'est un point important. Et je finirai donc sur les conseils aux parents en situation de plurilinguisme, en utilisant, donc, vous voyez là, les Winnicott. C'est donc l'importance des langues parlées par les parents, le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les langues et les mondes, qu'un des conseils qu'on pourrait dire pour faciliter cette position des parents qui est c'est authentique, j'ai mis authentique, c'est un AU. C'est parce que le métier de parent est impossible, donc il est surtout, il faut s'adapter aux différents âges de la vie. Donc Winnicott disait qu'un des conseils qu'on pouvait donner aux parents, c'est d'être authentique, et c'est vrai pour les langues.
Transmettre une langue, c'est transmettre un monde, transmettre une histoire, des sentiments, des émotions. Et donc, se priver de parler sa langue maternelle avec ses enfants, c'est se priver d'un moyen de communication pluriel. Et en tous les cas, si on le fait, ça aide les enfants à investir toutes ces langues. Et une question qui m'avait été posée, que j'ai mis dans ces conseils, c'est est-ce que si l'enfant n'est pas, s'il est en présence de plusieurs langues, est-ce qu'il ne va pas choisir finalement la langue la plus facile? Et du coup, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux commencer par la langue la plus complexe? Oh ben dis donc, j'ai fait plusieurs fautes. Eh bien non, l'enfant, il ne choisit pas forcément la facilité, hein, la structuration linguistique et grammaticale ne se fait pas en fonction de ça. Par quoi doit-on commencer? On commence par celle qui est la plus authentique, celle qui correspond à son histoire, à son héritage, à sa famille, et puis celle qui permet le plus de niveau de communication. Et puis après, l'enfant, lui, il n'a aucun problème cognitif pour apprendre d'autres structures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, le plurilinguisme, c'est une chance, mais la langue maternelle est un trésor. Il faudrait dire ça finalement en même temps pour que les enfants puissent trouver les ingrédients de leur félicité linguistique. Là, je vous ai mis plein de livres concernant les enfants plurilingues dans différentes situations. Là, c'était des livres sur la transmission à l'intérieur des familles que j'ai fait, donc sur 50 questions, et sur la famille, qui est un livre pour les enfants, ce qui permet aussi de parler avec eux de ces questions de transmission à l'intérieur des familles. Et puis, bon, là, c'est toujours la bibliographie. Donc, je vous dis merci dans toutes les langues et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Et je vais arrêter le partage, hop, pour vous voir. Merci beaucoup, Madame Moreau, c'était vraiment très intéressant. Alors, on va commencer par une première question, mais je pense que c'est des choses que vous avez un peu abordées dans votre présentation. Donc, le monde compte à peu près 7000 langues et langages. Je suis sûre que chaque langage a sa propre importance. À l'IFS, il est offert aux élèves d'apprendre le français, l'anglais, le mandarin, l'espagnol et l'allemand. Selon vous, est-ce qu'il y aurait une autre langue que ces élèves pourraient apprendre, que des élèves pourraient apprendre en parallèle et qui leur donnerait des bénéfices pour le futur, qui leur serait bénéfique pour le futur? Mm-hmm. Oui, alors je comprends la question, elle est légitime. Je crois que c'est une question, d'ailleurs, à l'Éducation nationale, d'une manière générale, il y a plein de questions, enfin de réunions qui concernent ces questions-là. On ne peut pas répondre de manière unique à cette question. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a près de 7000 langues, mais il faut rajouter des dialectes. Donc, on est plus de 10 000 langues et dialectes dans le monde. Alors, bien sûr, toutes ces langues ne peuvent pas être apprises dans un même lieu. Les langues importantes à apprendre, j'allais dire, ce sont celles qui… alors, il y a des langues, outre les langues familiales, qui sont très importantes à apprendre, y compris par les autres. Par exemple, dans un lieu, je prends l'exemple de la France, apprendre l'arabe dialectal ou l'arabe littéraire en France, ce qui est très rarement fait, c'est une chance. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre des gens qui parlent l'arabe dialectal ou l'arabe littéraire et puis des Français. Mais par exemple, pour prendre un exemple d'ici, mais plein de langues chinoises pourraient être très importantes également, mais aussi il y a d'autres langues qui sont importantes. L'anglais, il est important parce qu'il est véhiculaire et qu'il y a plein de gens qui vont le parler aussi. Donc, en fait, il y a plein de critères d'importance des langues. Alors, comment on va choisir lesquelles on apprend? C'est au fond celles qui font déjà partie du paysage, mais même si elles appartiennent à certaines minorités.
Parce que c'est vraiment cette question de la minorité-majorité, ça ne peut pas être le seul critère. Une langue minoritaire, elle peut être très importante si, par exemple, à l'endroit où on est, eh bien, il y a des gens qui parlent cette langue-là, même si elle est très minoritaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la valeur, c'est pour ça que dans le texte, c'est écrit outre leur valeur symbolique. C'est pas simplement la valeur économique, c'est pas simplement le nombre de locuteurs, parce que le nombre de locuteurs, évidemment, c'est l'anglais et l'espagnol. Et puis après, il y a des Chinois qui arrivent, mandarin, je crois. Donc, c'est pas qu'une question de locuteurs, mais en même temps, certaines langues où il y a beaucoup de locuteurs, elles sont intéressantes. Donc là, l'idée, c'est que on valorise la langue de sa famille, déjà, ça c'est important, et on peut l'apprendre aussi, et d'autres peuvent l'apprendre. Et puis, ensuite, on va avoir une sorte de paysage linguistique où des langues vont nous permettre de faire des choses différentes. D'accord. Merci. Alors, avant de passer à la question d'après, il y a une dame qui a levé la main. Il faut juste que je la retrouve pour pouvoir activer son micro. Alors, allez-y, Madame Fan de Souza, on vous écoute. Vous pouvez juste… Et oui, bonsoir, merci beaucoup. Il y avait une autre question avant, donc je me demandais si vous alliez la prendre avant moi, mais si vous voulez, je peux aussi traduire la question une fois que je l'aurai posée. D'abord, pour vous remercier, Madame, pour votre intervention et l'intéressante démonstration que vous avez faite. Ajouter à la remarque qui a été faite préalablement, en fait, les gens qui ne parlent qu'une langue dans le monde sont minoritaires, puisque… Oui, tout à fait. La majorité des enfants grandissent avec au moins 2 langues, sinon plus. Moi, la question que je me posais un petit peu, c'était par rapport à la définition de langue maternelle, parce qu'effectivement, dans les langues maternelles, il y a la mère, mais il n'existe pas de terme pour parler de la langue paternelle, alors que il se peut, et c'est notre cas, mais il se peut qu'elle ait aussi son importance. Et comment, lorsque vous parlez de langue maternelle, est-ce que c'est vraiment celle qui est rattachée à la mère, ou est-ce que c'est celle qui est… vraiment, c'est une question technique, mais qui m'intéresse beaucoup. Oui. Non, vous avez raison. Alors, c'est pour ça que ça me permet de le préciser. En français, on dit langue maternelle, mais vous savez que dans d'autres langues, on dit langue paternelle pour la langue de l'intérieur de la maison. Et puis après, je viendrai sur le fait que parfois la maman et le papa ont des langues maternelles différentes. Mais là, on est dans le cas de figure. La maman et le papa ont la même langue maternelle, la langue qui leur a été parlée, et qu'ils parlent cette langue-là à l'intérieur de la maison. Et donc, on va appeler langue maternelle la langue de l'intérieur de la famille. C'est pour ça d'ailleurs que Ranka, par exemple, tout à l'heure, je vous l'ai montré, elle utilise la langue familiale. Et dans les textes de l'éducation nationale, on voit la langue d'héritage. Vous voyez que c'est des mots différents. Mais ce qui est important à ce moment-là, et encore une fois, on va parler tout de suite du métissage linguistique, mais c'est la langue des premiers échanges. Alors, comme chaque langue, elle fait des catégories différentes, en français, on dit langue maternelle et en espagnol, en italien, etc. Mais dans certaines langues slaves, je sais qu'on dit langue paternelle pour dire la langue de l'intérieur. Ou alors, dans d'autres endroits, on dit langue de la patrie, langue de la terre. Vous voyez, c'est encore une autre idée. Mais ce qui nous importe là, c'est que ce soit la langue des premiers échanges. La langue des interactions précoces, la langue qui permet de relier ce que je vous disais tout à l'heure, affectif et cognitif. Ma manière de ressentir, d'exprimer, etc. Et puis, mon rapport au monde, mon rapport intellectuel, mon rapport à l'apprentissage. Donc, c'est cette langue-là qui me structure, qui est une sorte de lait initial. Bon, mais… Donc, la définition, vous voyez, c'est une définition observationnelle. C'est simplement la langue que ma mère, mon père, ma soeur, ma tante parlaient pendant cette première année, parce qu'après, évidemment, en plus, il peut y avoir des changements dans le parcours langagier.
Il arrive parfois que les parents ne parlent pas leur langue maternelle. C'est-à-dire que même si, par exemple, moi, admettons, j'ai grandi en langue française, mes parents parlaient tous les deux le français à la maison, et puis moi, je me retrouve dans un autre endroit, et à Londres ou à Singapour, et je décide de parler anglais à mes enfants. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que l'anglais? Est-ce que l'anglais, c'est la langue maternelle des enfants? Eh bien, c'est vraisemblablement pas. Parce que pour les parents, c'est une langue seconde. Donc, mais en même temps, ça sera la langue qui est parlée à la maison. Mais ça n'aura pas. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait, comme Winnicott d'ailleurs, de cette question de utilisons le média, j'allais dire, qui nous permet de la plus grande amplitude. Sur le plan aussi bien affectif que sur le plan grammatical. Mais après, à l'intérieur de la maison, je prenais l'exemple du Liban, il peut y avoir plein de langues. Hein. Il peut y avoir un petit bout d'arabe, j'ai un petit bout d'arabe, et puis un petit bout de français, puis un petit bout d'anglais, puis un petit bout hop. Et à ce moment-là, ma langue, la langue maternelle, la langue de la maison, la langue de transmission, ben, c'est toutes ces langues. Et il n'y a pas de problème dans le mélange des langues, il n'y a aucun problème. Les enfants, en grandissant, ils vont différencier les registres, mais il n'y a aucun problème de commencer dans une langue, de continuer dans une autre. Et ça permet donc d'arriver à cette situation que j'ai vu plusieurs questions là-dessus, c'est qu'éventuellement la maman, le papa, dans un couple mixte, ils n'ont pas la même langue maternelle. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a beaucoup d'études là-dessus, parce qu'il y a aussi beaucoup de préjugés. Et si je résume les études, mais encore une fois, vous trouverez toute la bibliographie facilement, y compris dans les textes que je vous ai donnés, on retrouve la même idée que la maman peut parler la langue qu'elle le désire, la langue qui lui permet à elle la meilleure expression de sa fonction maternelle. Le papa, alors admettons que ce soit en français, le papa, admettons qu'il parle dans une autre langue, en anglais. Et puis à certains moments, on peut mélanger les deux langues pour pouvoir éventuellement que tout le monde parle ensemble. Et l'idée que, par exemple, que moi je dois toujours parler ma langue maternelle et le papa a toujours sa langue maternelle, n'a aucune valeur linguistique. C'est-à-dire que si moi, ma langue maternelle, c'est le français, mais que de temps en temps, ça m'amuse de parler en anglais avec mon enfant parce que je veux que le papa y comprenne ou parce que, je sais pas, ça concerne quelque chose qui est en rapport avec le monde du papa, eh bien, très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nécessité. Ce qui compte à ce moment-là, c'est la communication plurilingue. Mais je vois des fois des familles, y compris des familles qui sont expatriées, qui quand ils viennent me consulter, me disent « non, mais nous, on a décidé, parce qu'on est un couple mixte, que l'un doit parler une langue et l'autre l'autre, et on ne sort jamais de ça pour pas que notre enfant y confonde. » Mais non, hein, je vous ai dit tout à l'heure, le fait que les enfants, ils vont s'adapter. Eux, au contraire, plus on va leur transmettre une richesse linguistique, plus ils vont être capables d'investir cette pluralité linguistique. Hein, donc, au fond, on est libre d'utiliser ses propres langues, sachant que il y a une place particulière pour cette langue de la transmission. Mais après, on fait comme on veut. Pareil dans l'adoption internationale, on va utiliser la langue qui nous permet d'exprimer des choses le plus sincèrement, le plus authentiquement possible. Merci. Merci, madame, pour votre question. Alors, je vais passer à une question du chat. Donc, à moins d'avoir un talent linguistique sous-jacent, apprendre une deuxième ou une troisième langue requiert beaucoup d'investissement et de temps. Est-ce que vous auriez des conseils pour aider des enfants à rapidement apprendre, à rattraper une langue? Donc, je pense que c'est quelqu'un dont l'enfant a dû arriver au lycée
et ne parlait pas français, donc du coup, c'est dans ce sens-là que je pense qu'elle doit dire ça. Donc, quelques conseils pour rattraper une langue est plus important pour maintenir l'intérêt de l'enfant pour cette nouvelle langue. Alors là, il s'agit d'un enfant qui arrive, par exemple, au lycée français, qui parlerait une autre langue que le français, qui arrive au lycée. Supposition, oui. Ouais. Et qui, comment donner envie à l'enfant d'investir sa langue seconde, on va dire. Ouais. Hein, c'est ça? Alors, ça, c'est une question parce que par exemple, il y a dans le monde, en fonction, et tout à l'heure, quelqu'un, à juste titre, disait que la plupart des enfants sont plurilingues dans le monde, mais enfin, il y a une majorité d'enfants, une minorité d'unilingues, mais lorsqu'on est dans un monde unilingue, une seule langue, on a plus de mal à imaginer apprendre une langue étrangère, une langue seconde, une langue troisième. Donc, le fait de valoriser le plurilinguisme, c'est déjà une manière collective de favoriser le fait que les enfants s'intéressent aux langues, et donc aux langues secondes, aux langues troisièmes. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est au niveau de la société tout entière. Après, au niveau et de l'école tout entière. Au niveau de l'enfant en particulier, je vous ai dit que en fonction du développement, les enfants ont beaucoup de capacités à apprendre une langue seconde. Vous savez qu'un enfant adopté, par exemple, même s'il arrive à 5 ans dans son pays d'adoption, en quelques mois, il peut apprendre la langue extérieure et ne plus avoir d'accent. Jusqu'au début de l'adolescence, on n'a pas d'accent. On peut apprendre une langue seconde, plus ou moins, parce qu'il y a des petites variations, mais voilà, jusqu'au début, c'est-à-dire jusqu'à autour de 11 ans, on peut apprendre sans aucun accent. Après, il y a des adolescents qui arrivent à apprendre la langue seconde sans aucun accent, mais ça leur demande plus d'énergie, plus d'envie. Donc, vous voyez, il y a quand même une question un peu d'apprentissage, évidemment, neurologique, quoi, cérébral. Donc, ça veut dire que si l'enfant est arrivé au collège ou s'il est arrivé au lycée ou si en primaire, c'est pas la même chose. Et pour certains, il faut leur laisser un peu de temps, quoi. On peut imaginer que par exemple, si vous arrivez directement au lycée, là, c'est quand même un effort important. Là, il faut un petit peu de temps et puis il faut que l'enfant, il ait deux ingrédients. Il faut qu'il ait l'idée qu'il parle bien dans sa langue. Je parle bien dans ma langue. Peut-être que je ne sais pas parler le français, mais je parle en coréen, je parle en anglais. Et cette langue-là, il faut que j'ai une estime de moi comme quelqu'un capable de parler. Ça, c'est très important. C'est pour ça que c'était aussi important d'évaluer les enfants dans leur langue première et seconde, parce que sinon, on ne se rend pas compte des capacités des enfants à parler. Donc, il faut que l'enfant il soit sûr de lui. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire que surtout pas, par exemple, sous prétexte qu'il doit apprendre le français, pour aller au lycée français, qu'il n'ait plus accès à sa langue maternelle, que tout le monde autour de lui parle en français, parce que à ce moment-là, ça augmente son insécurité. Or, et puis ça le prive de quelque chose sur le plan affectif. Il a vraiment besoin d'être bien tranquille dans sa propre identité de quelqu'un qui sait parler. Peut-être qu'il ne sait pas bien parler en français, mais il sait parler. Ça, c'est important. Deuxièmement, il faut qu'il puisse se représenter comme légitime face à la langue française. Et c'est là où il a besoin de passeurs. Et plus il est grand, plus il a besoin de passeurs. C'est-à-dire, il a besoin que ceux qui l'accueillent dans la langue française lui donnent envie d'une certaine façon, l'accompagnent dans ce chemin, vous voyez. Et lui, il a besoin d'aller se ressourcer dans sa langue maternelle, mais il a besoin d'être accompagné. C'est pour ça que je disais l'importance de l'école comme un lieu de passage, de passeur, d'initiateur. Mais ça veut dire que vous voyez, le travail sur les deux langues est important finalement pour faire ce passage. Faut toujours imaginer en situation plurilinguistique que les deux ou trois rives, parce que parfois il y a plusieurs, sont importantes et qu'il faut être sécure sur une rive pour aller sur l'autre. Et puis, mais il faut aussi pouvoir aller de l'autre rive, se rassurer ou se consoler dans la première. Donc, vous voyez, et des fois, on fait des erreurs. Parce que sous prétexte de leur donner envie de parler cette langue seconde dont on a besoin pour l'école,
eh bien, on les prive de quelque chose qui les console et qui va les aider à grandir. Donc, les conseils, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe pour eux et de ne pas être dans l'idée que l'apprentissage d'une langue, c'est un truc uniquement un bain linguistique. Non, là, on n'apprend pas. On apprend une langue en s'appropriant la langue. Et pour s'approprier la langue, il faut avoir un désir et une légitimité. Hein? Merci. Une autre question. Jusqu'à quel âge pensez-vous que cette gymnastique linguistique à laquelle vous avez fait référence plus tôt soit la plus facile et la plus accessible pour l'enfant ou l'adolescent? Alors, donc, en fait, c'est ce que je venais de dire, c'est que le bébé, il naît avec la capacité de parler toutes les langues. Hein. Il reconnaît toutes les langues. Alors, il fait des différences entre la langue parlée par sa mère, hein, si on lui met une petite tétine, et puis on lui fait parler, on lui fait écouter la langue de sa mère ou de son père, hein. Mais la langue de la mère, à ce moment-là, parce qu'il a, il y a l'interaction pendant la grossesse directement. Mais donc, un enfant va se mettre à tétouiller très, très fort lorsqu'il entend la voix de sa mère, mais il tétouille aussi très, très fort lorsqu'il entend la langue maternelle, même parlée par quelqu'un d'autre. Et puis, il va tétouiller beaucoup moins fort sur sa tétine, là, lorsque il entend une langue qu'il n'a jamais entendue. Donc, lui, il est capable de tous les sons, de reconnaître tous les sons, d'émettre tous les sons, de discriminer entre des sons qui appartiennent à sa langue maternelle et ceux qui appartiennent pas. Tout est possible sur le plan, disons, cérébral. Ensuite, après, il va inhiber progressivement, donc il va devenir moins alerte, il va inhiber tout ce qu'il n'utilise pas. Hein. Donc, s'il est dans un milieu unilingue totalement, par exemple, à la maison on parle, je sais pas, le français, à l'extérieur on parle le français, et puis il entend parler que français, et puis il n'a pas beaucoup de liens avec d'autres langues étrangères, eh bien, il va inhiber progressivement tous les sons, toutes les discriminations, toutes les catégories qui n'existent pas en français. Et donc, il ne fera plus les rota, machin, toutes les catégories qui existent en arabe, en espagnol, en coréen, en chinois, bien sûr. Bon, hop, il va inhiber progressivement tout cela jusqu'à à peu près, donc il inhibe pas mal, hein, il met au placard jusqu'à à peu près l'âge de 6 ans, mais ça peut être réactivé, on le voit avec les enfants adoptés, ça peut être réactivé, c'est encore assez mobile, mais bon, voilà, il y a un processus d'inhibition très important. Entre 6 ans et 11 ans, donc là le processus d'inhibition va continuer, mais en plus, il y a le fait que je diminue ma flexibilité. Donc, je fais moins facilement le passage. Mais ça reste quand même assez important puisque je vous ai dit que jusqu'au début de l'adolescence, je peux acquérir des accents sans aucune difficulté, changer d'accent, etc. Bon, et puis après, ça diminue progressivement jusqu'à l'âge de 25 ans et on considère qu'à l'âge de 25 ans, on a un moment où on a perdu cette grande flexibilité, que là, il faudra faire des efforts très importants, même si c'est encore possible, c'est possible jusqu'au bout, bien sûr, mais les efforts vont être démultipliés par rapport à ce qui se passait pendant l'enfance et l'adolescence pour apprendre une langue étrangère. Donc, vous voyez, la gymnastique, elle est très, très facile jusqu'à 6 ans. Elle reste possible, mais beaucoup moins fluide jusqu'à 11 ans. Et puis après, de 11 ans à 25 ans, là, elle diminue. Et à 25 ans, il y a un état un peu, au fond, il y a quelque chose qui se ferme dans les synapses et dans les organisations langagières. Mais vous voyez, moi, j'ai des jeunes adultes qui vont réapprendre à l'INALCO ou à l'université
des langues maternelles qu'ils n'ont pas appris pour une raison ou une autre. Et ben, ils le font à cet âge-là, hein, autour de 20, entre 20 et 30 ans. C'est possible, bien sûr. Mais ils doivent retrouver… Alors, quand ça a été leur langue maternelle, en général, il en reste quelque chose. Parce que même pour les enfants adoptés qui vont plus jamais parler leur langue initiale, s'ils la réentendent ou si ils la réapprennent, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça veut dire qu'il y a des strates, il y a des processus de strates. Merci. Alors, je fais une petite conscience sur le temps parce que je ne veux pas passer, je ne voudrais pas non plus vous mobiliser de trop. Est-ce que vous avez encore un peu de temps à nous consacrer? Parce que oui, encore quelques minutes pour répondre si vous avez encore quelques questions. Oui. Merci beaucoup. Donc, quelle est la meilleure approche pour un enfant pour développer de manière naturelle, fluente, bilingue. Vous êtes bilingue anglais, vous. Voilà. Une troisième langue pour le coup. Je cherche un peu mes mots, pardon. Mais quelle est la meilleure façon pour développer d'une manière correcte une troisième langue, disons le français, quand les parents parlent différentes langues à la maison? Je pense que cette famille, l'un des parents parle le coréen et l'autre l'anglais. Et donc la question, la question, c'est comment faire pour que justement l'enfant apprenne le français de manière correcte et fluide, en sachant que les deux parents à la maison sont eux-mêmes n'ont pas le français comme langue parlée. Je pense qu'il y en a un qui est coréen et l'anglais, parce que c'est les exemples que cette personne nous donne. Ok. De toute façon, effectivement, peu importe, mais je comprends maintenant la question. Du coup, en tout cas, ce que je comprends, c'est que le français, c'est la langue de l'école et que c'est pas la langue parlée à la maison. Mais ça n'a pas d'importance pour les enfants. Continuez à leur parler vos langues à l'intérieur de la maison et plus l'enfant se sentira, lui, en sécurité par rapport à cette capacité à parler les langues, il deviendra trilingue. Et a priori, en plus, il est rentré à l'école petit, il sera vraiment trilingue, c'est-à-dire que l'apprentissage du français troisième langue comme langue scolaire ne devrait pas poser de problème. Et j'en profite d'ailleurs pour répondre à la question d'Angela qui dit que si les parents ne transmettent pas leur langue maternelle, ben oui, ça coupe le lien avec les grands-parents et bien sûr, ça coupe le lien avec tous ceux qui pourraient transmettre d'autres choses. Et ça, c'est un élément, c'est d'ailleurs un élément souvent que les adolescents reprochent à leurs parents, alors que éventuellement, lorsqu'on est enfant, plus petit, on dit ah non, mais moi je veux parler comme ceux qui parlent à l'école, je veux pas qu'on parle une autre langue. Et parce que les enfants, à cet âge-là, entre 6 et 11 ans, ils n'aiment pas les différences. Donc, ils se disent ce serait quand même plus simple si tout le monde parlait la même langue et surtout celle de l'extérieur. Et en fait, mais sauf qu'à l'adolescence, ça se joue plus du tout comme ça. C'est pour ça que je disais, le rôle des parents, c'est de transmettre et de raconter et d'être leurs parents dans les langues les leurs. Et puis, les adolescents, ils prendront des choses un petit peu différentes en fonction des âges. Mais in fine, ils feront un paysage avec toutes ces langues. Et donc ça, c'est très important. Et donc ça pose… Et si je disais que si un enfant, par exemple, qui est rentré à l'école française, petit, n'arrive pas bien à parler le français, il faut chercher autre chose que la question des langues. Il faut chercher quelque chose qui le blesse ou quelque chose qui l'inhibe ou quelque chose qui le rend mal à l'aise dans les apprentissages, mais pas de se dire, parce que c'est souvent faux, mais c'est aussi pour ça qu'il faut évaluer les enfants dans toutes leurs langues pour bien savoir que ça serait parce qu'il y a 3 langues que l'enfant, il parle pas bien le français. Ça, c'est pas une explication pour des enfants petits. Le trilinguisme, le plurilinguisme n'est pas un problème. Par contre, qu'il fasse des hiérarchies entre les langues, ça pourrait être un peu plus problématique. Là, ce matin, j'ai fait une consultation avec une maman d'Afrique de l'Ouest et elle a appris 6 langues.
Le français, c'est sa 7e langue. La maman, elle n'a jamais été à l'école. Elle est capable de parler 6. Elle n'est pas linguiste, hein, mais elle parle 6 langues et elle est d'Afrique de l'Ouest. Et elle m'a expliqué pourquoi, parce qu'elle est de tel groupe, ah oui, mais les voisins, etc. Et hop, elle s'est mise. Et chez elle, tout le monde parle au moins 6 langues. C'est terrible. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle n'apprenne pas le français, même adulte, cette maman. Mais elle dit oui, mais la langue française, ce n'est pas la même. Hein. Il y a cette idée que la langue. Non, bien sûr, toutes les langues sont possibles et ça, c'est un univers important. C'est ce que un poète appelle l'imaginaire polyglotte, hein, c'est-à-dire d'avoir l'idée que, voilà, que nous, les êtres humains, on peut parler dans plusieurs langues. Je prends une dernière question de monsieur qui demandait à prendre la parole et puis on va vous laisser continuer. Alors, je ne sais pas s'il veut toujours parler. Mais avant, je voudrais juste répondre à une question que j'ai vue là par écrit en 1 seconde. C'est qu'un philologue disait que l'on peut mélanger les langues. Alors, non, pas dans les apprentissages de l'enfance. Alors, je ne sais pas à qui vous faites allusion, mais lorsque l'enfant apprend, attention, l'enfant, il apprend des langues, ce n'est pas que des langues pour des apprentissages scolaires, c'est pour la vie, quoi. Hein, c'est l'apprentissage de l'ensemble de la vie. Et l'enfant ne mélange pas. Les mélanges, ça, c'est les études de Ranka Jacques Babic, les mélanges, quand ils se font, c'est assez rare, et ils sont totalement transitoires. Il n'y a aucun problème. Les locuteurs peuvent changer. Le père peut changer, la mère peut changer. Il y a vraiment cette question de la confusion des langues dans l'apprentissage. Je ne dis pas pour les linguistes lorsqu'ils vont faire des travaux et tout ça, mais pour les enfants, pour les apprentissages, vraiment, vous pourrez regarder les travaux en détail. Il n'y a aucun problème de mélange des structures et c'est pas à ce niveau-là que ça se joue pour les développements des enfants. Hein. Pardon, il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Oui. Oui, déjà pour vous remercier, c'était très intéressant. Et donc j'ai deux questions à poser. La première, c'est par rapport à mes enfants, j'ai déjà eu la remarque qu'ils sont entre 2 langues et j'ai déjà eu la remarque, oui, non, ils ne sont pas bilingues parce que quand ils parlent français, ils font quelques petites erreurs, féminin, masculin. Et donc peut-être, vous l'avez dit au début, mais j'avais du mal à entendre, quelle définition vous donnez, vous, à c'est quoi être bilingue? Et la deuxième partie de la question, c'est le rapport entre le bilinguisme et le biculturalisme. On peut être bilingue sans avoir forcément 2 cultures, on peut avoir 2 cultures sans être bilingue. C'est quel rapport vous donnez entre la culture et la langue, Alors, j'allais dire c'est pas le problème, mais je comprends bien votre question. Mais vos enfants, ils sont sûrement bilingues. Hein. Je ne sais pas qui a dit qu'ils n'étaient pas bilingues parce que il y a le bilinguisme. Parce qu'il ne faut pas voir les questions de langue des enfants en termes uniquement comment dire, d'évaluation scolaire. Vous voyez, je vais mettre une note à sa langue maternelle, je vais mettre une note à sa langue seconde. Ça n'a pas de sens. C'est comment les enfants apprennent à s'exprimer, à grandir, etc. Dans les langues qui sont à leur disposition. Alors que je mélange parfois, que je fasse des erreurs de genre, ou que je prenne, ou par exemple que quand je dis quelque chose, j'utilise par exemple, je prends un mot anglais qui est plus facile pour exprimer ce que je vais dire, puis je le transforme comme si c'était un mot français. Ça n'a aucune importance. Les enfants sont bilingues. Alors, ils peuvent avoir la langue de scolarisation, évidemment, elle peut donner un niveau différent, mais encore une fois, les parents, quand ils transmettent la langue, ce n'est pas des enseignants, c'est des parents. C'est-à-dire qu'ils transmettent quelque chose qui est ce que transmettent les parents, tous les parents du monde, quoi. Et pas et qui est très important pour la vie des enfants. Donc, on peut
connaître plusieurs cultures, on peut métisser aussi des cultures, on peut aussi connaître plusieurs langues. Alors, il y a des différences, mais c'est des j'allais dire que il s'agit pas d'avoir des définitions strictes, parce qu'en plus les parcours langagiers des enfants aujourd'hui, avec tous les mouvements de migration et tout ça, sont très importants. Donc, on peut, par exemple, bien connaître une langue sans bien connaître la culture. Si j'ai jamais habité en France, mais je peux quand même bien connaître le français. Mais peut-être que j'ai pas une bonne connaissance de la manière dont les Français, comment ils valorisent. Par exemple, les Français valorisent beaucoup la langue française, l'idée d'une langue unique, équivalente à la République et tout ça, la laïcité, tout ça, c'est des choses qui circulent énormément dans la culture française. Mais si j'ai pas grandi en France, peut-être que je me représente pas ces choses-là de la même façon, mais ça ne m'empêchera pas de bien connaître, par contre, la langue française. Donc, vous voyez, c'est bien sûr que il y a des différences dans tous ces points-là, mais si on se place du point de vue de l'éducation plurilingue, ce qui compte, c'est que je puisse m'approprier des bouts de langue, des bouts de monde, des bouts de mes parents, des bouts du monde extérieur, et que je fasse avec ça quelque chose qui ressemble à la situation dans laquelle j'ai grandi, qui est une situation de métissage, puisqu'il y a des apports différents. Et toute manière de dire, par exemple, il ne parle pas bien le français ou il ne parle pas bien l'arabe, là, on ne prend pas la mesure de ce que c'est qu'une langue pour un enfant. S'il parle un petit peu d'arabe ou un petit peu de français, c'est déjà très bien. Ça veut dire qu'il peut exprimer un certain nombre de choses et il peut parler avec éventuellement ses grands-parents ou avec je ne sais pas qui dans cette langue première. Donc, vous voyez, ne pas se laisser enfermer dans une idée de la langue qui serait une idée scolaire de la langue. On peut faire des fautes, et alors si on arrive à s'exprimer et avoir des échanges dans cette langue-là, eh ben je suis plurilingue. Et nous, d'ailleurs, on parle de parcours langagier des enfants pour éviter cette notion de bilingue ou pas bilingue. Il y a des tas de niveaux dans le bilinguisme. Hein. Merci. Et puis, il y avait une question, je vais peut-être finir sur celle-là, mais disait, est-ce que quand un prof qui n'est pas, par exemple, anglophone, apprend l'anglais, est-ce que ça a un intérêt? Ça a un intérêt, parce qu'il peut transmettre très bien la langue anglaise, même s'il n'est pas natif anglais. Donc, il va transmettre quelque chose de l'ordre du savoir, mais quelque chose qu'il ne transmettra pas, c'est ce rapport à la langue anglaise, comme un rapport à une langue maternelle. Bon, ben ça, il ne le transmettra pas. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt, je ne dirais pas ça, quand même. Merci beaucoup, Madame Moreau, pour votre temps et pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci bien.